Ben, tout d'abord, merci de nous avoir donné l'opportunité de venir nous exprimer sur le sujet de l'humanitaire au Yémen. Donc, en tant qu'organisation médicale, je vais surtout donner une image d'un point de vue médical de la situation. Donc, le Yémen, c'est depuis 2015 notre plus grande opération humanitaire au Moyen-Orient. Actuellement, on a donc faut savoir que MSF, le mouvement international, compte 5 sections. Donc la section française, la section belge, la section espagnole, la section hollandaise et la section suisse. Aujourd'hui, on a 4 sections qui interviennent au Yémen. Et là, en 2018, on est en train de discuter pour que la 5e section vienne aussi intervenir, c'est dire l'ampleur des besoins. Donc aujourd'hui, on a plus de 90 expatriés, donc du personnel international qui intervient au Yémen, et on emploie un peu plus de 1700 yéménites, principalement du personnel de santé. Qu'est-ce qu'on fait au Yémen en tant que MSF? On agit au point de vue donc principalement de la santé, donc des soins mère-enfant, au niveau de la malnutrition. On fait aussi tout ce qui est soutien psychologique parce que cette guerre elle a des conséquences sur non seulement le corps mais aussi l'esprit de nos patients. On soutient des hôpitaux, des centres de santé. Donc ces hôpitaux et centres de santé, on les soutient afin d'assurer qu'ils aient un approvisionnement en médicaments et on gère de façon directe aussi des hôpitaux pour soigner des blessés de guerre parce que jusqu'à aujourd'hui on a encore affaire à ce genre de besoins. Euh, un aspect un peu positif dans nos opérations, c'est que au Yémen, contrairement à l'Irak et la Syrie, c'est un des seuls pays du Moyen-Orient où on a possibilité d'être une organisation neutre. Donc qu'est-ce que ça veut dire une organisation neutre? Ça veut dire qu'on peut travailler aussi bien en zone contrôlée par les Houthis que en zone tenue par le gouvernement du président Hadi, soutenu par la coalition saoudienne. Donc ce qui n'est pas du tout le cas de la Syrie. En Syrie, par exemple, on n'intervient que en zone rebelle. On a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de Damas de nous laisser travailler et d'intervenir en zone gouvernementale. On a toujours essuyé des refus. Je le compare aussi à l'Irak, donc c'est les principales interventions de 2017, donc le Yémen, l'Irak et la Syrie. En Irak, on a voulu travailler notamment durant l'offensive de Mossoul du côté des zones contrôlées par l'État islamique, mais bon, c'était pas possible. Une fois que j'ai un peu posé ce tableau, je vais essayer de parler de comment les organisations humanitaires accèdent au Yémen. J'ai assisté à différentes conférences en 2017 et en 2016. On entend toujours différentes ONG dire on a été au Yémen, ou j'ai entendu parfois des gens qui disaient c'est possible de prendre un bateau pour aller au Yémen, donc de Djibouti à Aden. À la fin de la conférence, je demande à ces personnes mais comment vous avez fait pour aller en bateau de Djibouti à Aden? Et les personnes me répondaient en fait on est monté dans le bateau MSF. Donc pourquoi j'explique ça? C'est pour dire que aujourd'hui au Yémen et depuis 2015, il n'y a que 3 acteurs. Je ne vais pas dire des acteurs humanitaires parce que je ne peux pas considérer que les Nations Unies soient un acteur humanitaire au même titre que le CICR ou que Médecins Sans Frontières. Mais voilà, il n'y a que ces 3 acteurs qui négocient directement leur accès au Yémen avec la coalition saoudienne. Alors pourquoi on doit négocier notre accès? Parce que depuis 2015, l'Arabie Saoudite, avec sa coalition, contrôle l'espace aérien et l'espace maritime qui donne accès au Yémen. Donc qu'est-ce qu'on fait pour aller travailler au Yémen? Donc envoyer non seulement de l'approvisionnement médical mais aussi du personnel international. On doit rentrer en contact avec une salle d'opération à Riyad. Et cette salle d'opération, après avoir envoyé un certain nombre de documents, ils vont nous délivrer ce qu'ils appellent des coordinations. Ça se fait dans d'autres pays que je ne vais pas citer ici parce que c'est pas le sujet. Donc une fois qu'on a ces coordinations, on peut depuis Djibouti envoyer l'avion MSF ou le bateau MSF. Donc l'avion soit à l'aéroport de Sanaa, soit à l'aéroport d'Aden. Et le bateau, les 2 dernières années, c'était surtout Djibouti Aden. Donc notre bateau et notre avion, il a servi aussi à transporter du personnel d'autres ONG internationales, notamment des ONG françaises.
Donc par rapport au système de santé, donc le système de santé au Yémen il est complètement à genoux. Pourquoi il est complètement à genoux? En 2017, on disait que plus de la moitié des structures de santé n'étaient plus fonctionnelles. Donc alors pourquoi elles étaient plus fonctionnelles? Pour deux principales raisons. La première raison, c'est que il y avait une partie de ces structures qui ont été bombardées. La deuxième raison, c'est que le personnel de santé n'avait plus la possibilité d'aller travailler parce qu'il ne recevait plus de salaire. Donc, alors pour parler des bombardements, comme le disait Abdesalem Kleish, on a été directement victime de ces bombardements. On a eu un hôpital dans la région de Saada, donc l'hôpital de Haïdan, qu'on supportait, qui a été bombardé en octobre 2015. On a eu un autre hôpital, toujours dans la région de Saada, dans la ville de Razé, qui a été bombardé. Et en 2016, on a eu un autre bombardement dans le gouvernorat de Hajja, dans une ville qui s'appelle Abs. Donc je ne vais pas parler de Haïdan et de Razé parce que c'était surtout des bombardements sur la structure elle-même, mais juste pour vous donner une idée du niveau de cynisme de la coalition saoudienne qui a bombardé l'hôpital de Homs. En fait, l'hôpital de Homs, ils n'ont pas bombardé la structure elle-même, ils ont bombardé une ambulance qui transportait un patient. Donc, bien sûr, on a protesté pour tous les bombardements qu'on a subis. Par rapport à celui de Homs, l'explication qu'on nous a donnée, c'était que, en fait, l'ambulance a transporté un blessé, mais aussi des combattants, que le pilote a visé l'ambulance avant qu'elle rentre dans l'hôpital, mais malheureusement, la voiture a été bombardée quand elle était à l'intérieur de l'enceinte de l'hôpital. Pourquoi je parle de ces bombardements? Parce que, bon, on a bien sûr protesté, on a demandé des enquêtes indépendantes. Il n'y a jamais eu d'enquête indépendante. Il y a toujours eu des enquêtes qui ont été commanditées par l'Arabie Saoudite. Et il n'y a jamais eu de poursuite. Et donc tout ça se fait dans une impunité totale. Aussi pour donner une idée de ce qui se passait à Aden. Aden, on gérait un hôpital et on gère toujours cet hôpital. On le gérait avant le début de cette guerre. On soignait principalement des blessés qui étaient liés à l'activité des gangs qui sévissaient à Aden. On a pris la décision de rester quand les Houthis avec leur allié, l'ex-président Saleh, sont descendus sur la ville de Aden. Et donc la ville d'Aden était partagée entre une zone tenue par la coalition du Sud et une autre zone tenue par les Houthis et son allié de la Saleh. On a fait le choix de rester dans cet hôpital. On n'a pas été épargné puisqu'on a été ciblé à plusieurs reprises. On a été obligé à un moment de mettre des plaques de métal sur les fenêtres pour continuer à travailler dans cette structure, juste pour vous donner une idée. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'était de avril jusqu'à juillet 2015, puisqu'en juillet 2015, les Houthis ont été chassés de la ville d'Aden. Donc le deuxième point que je mentionnais par rapport au système de santé qui est à genoux, c'est le fait que le personnel de santé n'est plus payé. Donc le personnel de santé, il est plus payé, pourquoi? Une des causes, je ne dis pas que c'est la cause essentielle, c'est le fait que la banque centrale yéménite a été transférée de la ville de Sanaa, donc la capitale, à la capitale provisoire, donc Aden, en septembre 2016. Bien sûr, les Houthis et leurs alliés qui tenaient la banque centrale à Sanaa, quand il y a eu le transfert, ils n'ont pas transféré les fonds qu'il y avait dans cette banque. Encore, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que tout le personnel compétent pour gérer la banque centrale de Sanaa n'a pas suivi quand il y a eu le transfert à Aden. Donc ça, c'est une des causes. Et la principale conséquence pour nos collègues personnels de santé qui travaillent dans les hôpitaux et les centres de santé, c'est que ce personnel il s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus de source de revenus et donc il a dû chercher des sources de revenus alternatives. Donc c'est courant pour nous, MSF, donc nos personnels qui travaillent au Yémen, de nous dire, comme on n'est plus payé, on a été obligé soit de vendre une partie de nos biens, soit de trouver des sources de revenus alternatives, comme par exemple développer un petit commerce. Ce qui fait que ça a un impact sur leur temps de présence sur des structures de santé. Je voulais aussi souligner le fait qu'il y a du personnel de santé au Yémen aujourd'hui qui, malgré le fait qu'ils ne reçoivent plus leur salaire, continue à aller travailler tous les jours. Le dernier point que je voulais souligner, c'était un peu l'impact de la situation économique sur l'humanitaire en général au Yémen.
Donc la coalition saoudienne, depuis le début, elle a mis en place toute une stratégie d'étranglement des Houthis et de leurs alliés. Cette stratégie, elle a eu pour conséquence l'augmentation du chômage, l'explosion des prix des denrées essentielles, donc notamment les denrées alimentaires. Pour exemple, le prix du bonbonne de gaz, il a triplé. Et le prix du carburant a doublé au Yémen. Donc, comme je disais, les fonctionnaires, ils sont plus payés. Et ce qu'on a vu cet été, c'est que c'est une situation assez exceptionnelle à Sanaa. C'est les Houthis mais ça s'est fait que dans la ville de Sanaa, qui ont donné des coupons alimentaires aux fonctionnaires, des coupons alimentaires qui avaient une équivalence d'un demi-salaire. Donc ces coupons alimentaires, malheureusement, ils pouvaient être utilisés que dans la ville de Sanaa. Et là, en fin 2017, ils essayaient de continuer à payer leurs fonctionnaires à hauteur d'un demi-salaire. Mais tout ça, donc toute cette situation économique, ça a eu de graves conséquences sur l'accès aux soins des Yéménites. Ce qu'on a observé au bout de 3 ans, donc plus les sources de revenus pour les Yéménites se sont réduites, plus c'était difficile d'avoir accès aux soins. On s'est retrouvé dans des situations où il y a des malades qui vont dans une structure de santé, donc dans un centre de santé ou dans un hôpital, que quand ils arrivent dans une situation critique. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus de revenus, pour payer les soins de santé, mais aussi pour payer le transport pour se rendre dans ces structures de santé. On s'est retrouvé aussi avec des femmes enceintes, donc qui accouchent à la maison et qui vont consulter que quand vraiment elles sont dans une situation très très critique. La dernière chose que je voulais souligner, j'ai parlé d'un peu tout ce qu'on faisait. On intervient dans 11 gouvernorats, des 22 gouvernorats du Yémen, et tout ce qu'on fait, donc tout le support aux structures de santé, donc les médicaments qu'on leur donne, bien sûr c'est des médicaments qu'on leur donne gratuitement pour donner un accès aux soins aux Yéménites, un accès aux soins gratuit. Voilà un peu une image de la situation. Merci Hakim Khaldi de MSF. Je pense que c'était important d'avoir je dirais, les dernières actualités concernant cette crise humanitaire qui ne cesse de s'aggraver. La destruction du Yémen, c'est aussi ces bombardements, c'est aussi le bombardement du patrimoine yéménite. Comme vous le savez, c'est un patrimoine important, millénaire, qui est souvent classé comme patrimoine mondial. Donc il était important aussi de faire un point de vue, une situation là-dessus. C'est pour ça que je remercie Anne Rogour d'avoir accepté, qui est spécialiste du Yémen, notamment du manuscrit, d'avoir accepté de nous faire un peu le bilan aujourd'hui de la destruction de ce patrimoine qui parfois, paraît-il, pouvait être évitable. Merci beaucoup. La richesse du patrimoine yéménite est immense. Il faut se le figurer. Et si on part d'une distinction validée par l'UNESCO, celle entre patrimoine matériel et immatériel, alors on peut dire que le Yémen illustre de multiples façons tous ces grands volets, toute cette grande distinction, et il faut y ajouter la faune et la flore qui depuis le début des années 2010 sont considérées comme partie du patrimoine culturel. L'UNESCO protège des zones entières de parcs dans le